Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre attention et bienvenue dans votre journal à la une de ce samedi. À l'invitation de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, le président de la République Abdelmadjid Tebboune participe aujourd'hui au sommet du G7 qui se tient du 13 au 15 juin dans la ville italienne Bari. Et en marge de sa participation au sommet du G7, le président de la République a reçu dans sa résidence à Bari plusieurs chefs d'État et s'est entretenu également avec les dirigeants de plusieurs pays. Les détails dans un instant. Et la tenue de cérémonie de sortie de promotion des écoles supérieures de l'armée nationale populaire se poursuivent. L'on fait le point dans ce journal. En prévision des présidentielles du 7 septembre prochain, l'opération d'inscription aux listes électorales au consulat général en France se poursuit suivant un dispositif mis en place pour permettre plus de facilitation à nos ressortissants soucieux de la vie politique au pays. Et à la veille de Eid al-Adha, on s'intéresse à l'impact écologique et économique de la collecte des peaux de mouton. Un chiffre à retenir, 1,5 million d'euros et le bénéfice de l'exportation de ces peaux, notamment vers l'Italie. Reportage à la fin de cette édition. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participe aujourd'hui à Bari en Italie au sommet du G7. Et la participation du président de la République à ce sommet intervient à l'invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Ce sommet comprend plusieurs pays membres du G7, à savoir les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l'Allemagne, l'Italie et le Canada, ainsi qu'un certain nombre de chefs d'État. Le G7 discutera de dossiers importants concernant la situation internationale actuelle. De son côté, le président de la République prononcera un discours devant les dirigeants des pays participants, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies et des responsables de plusieurs organisations et instances internationales, régionales et continentales. Ce discours abordera plusieurs questions et enjeux concernant le continent africain et la région de la Méditerranée, ainsi que la situation dans la bande de Gaza. Le président de la République a ensuite pris une photo souvenir avec les participants au sommet du G7 tenu, rappelons-le, au complexe touristique Borgo Egnazia à Bari, en Italie, qui abrite les travaux du sommet du G7. Et avant d'entamer les travaux du sommet du groupe des 7 qui se tient à Bari en Italie, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a eu des entretiens bilatéraux avec des dirigeants de principaux pays participant à ce sommet en Italie, comme les présidents des États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l'Allemagne, l'Italie et le Canada. Et à son complexe touristique Borgo Egnazia à Bari, toujours en Italie, pour prendre part au sommet du G7. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été reçu par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.
Et en marge de sa participation à cet important événement, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu ce matin au siège de sa résidence à Bari le président de la République du Kenya, William Ruto. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a rencontré également le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani en marge de sa participation aux travaux du sommet G7 qui se tient à Bari en Italie. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire de la participation du président de la République Abdelmajid Tebboune aux travaux du G7. Et l'actualité est marquée également par la sortie des promotions des écoles supérieures de l'armée nationale populaire. Et hier, à l'école de commandement et d'état-major Shahid Hamouda Ahmed d'ici Silhaoues s'est tenue la cérémonie de sortie de la 52e promotion. Une cérémonie présidée par le général-major Ammar Athamnia, commandant des forces terrestres. Nous dit Raouf Hamouch. La cérémonie de sortie de la 52e promotion de l'école de commandement et d'état-major Shahid Hamouda Ahmed d'ici Silhaoues a débuté par l'inspection des carrés de la promotion sortante par le général-major Ammar Athamnia, commandant des forces terrestres. Le commandant de l'école, le général-major, a mis en exergue dans son allocution les grands axes de la formation et les connaissances militaires et pratiques dispensées par l'école permettant aux promotions sortantes d'assumer leur noble mission avec professionnalisme. أيها المتخرجون، لقد تم إعدادكم لتكونوا في مستوى طموحات وتطلعات القيادة العليا التي ترى فيكم الجيل الواعد لقيادات المستقبل المتشبعة بالقيم الوطني ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة المسلحة بالعلوم والمعرفة القادرة على مواكبة العصر والمؤهلة للحفاظ على القيم الأمة وديمومة أمنها واستقرارها وما ذلك بعزيز على هذا الوطن الغالي. Le général-major Ammar Athamnia, commandant des forces terrestres, a donné son approbation pour baptiser cette promotion sortante du nom du Shahid Amirat Abdelkader, dit Si Abdelkader. Wow. La cérémonie de sortie a été clôturée par la présentation d'une exhibition militaire exécutée par les diplômés sortants. En marge de cette cérémonie, le général-major Ammar Athamnia, commandant des forces terrestres, a passé en revue un exposé sur la portée pédagogique de la formation. Le général-major commandant des forces terrestres a par la suite honoré la famille du Shahid et a procédé à la signature du registre d'or. Et du côté de l'École nationale de la santé militaire, sortie de la 37e promotion, des officiers et stagiaires de différentes spécialités médicales est sortie également de la 5e promotion de l'École nationale de formation paramédicale de la santé militaire. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Ben Bisha Mohamed Salah. Madame Damis.
La cérémonie de sortie de la 37e promotion des officiers et stagiaires de différentes spécialités médicales de l'École nationale de la santé militaire et la 5e promotion de l'École nationale de formation paramédicale de la santé militaire a débuté par l'inspection des carrés par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Ben Bisha Mohamed Salah. À cette occasion, le commandant de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a salué le haut niveau de formation dispensé aux promotions sortantes. وقد عكفت مدرساتنا على أن تحدى هذه الدفعات بالتكوين علمي وعسكري بشقهما النظري والتطبيقي من لدن أساتذة ومدربين أكفاء باستعمال أحداث الوسائل البيداغوجية. Suivi de la prestation de serment de la promotion sortante. Ensuite, les grades et les diplômes ont été remis aux lauréats. S'en est suivi la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la nouvelle promotion. La promotion sortante a été baptisée du nom de la défunte Moujahida Baya Houssine, une des icônes de la Révolution, suivie d'une exhibition militaire dans laquelle les officiers sortants ont fait preuve de maîtrise et de cohérence. À la fin, les membres de la famille de la défunte Moujahida ont été honorés, suivis de la signature du livre d'or de l'école. Et en deuxième région militaire, sortie de la 54e promotion de l'école supérieure de l'air, Cheikh Djibar Taïeb de Tafraoui à Oran. La cérémonie de remise des diplômes pour l'année académique et de formation 2023-2024 a été présidée par le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba. Une cérémonie marquée par la sortie de la première promotion de femmes pilotes après la décision du commandement de l'armée nationale populaire de rouvrir la formation des femmes pilotes après 35 ans d'arrêt. Raouf Hamouch. Il s'agit là de la 54e promotion concernant 9 promotions sortantes d'officiers et officiers stagiaires de l'école supérieure de l'air Cheikh Djibar Taïeb à Tafraoui, relevant de la 2e région militaire. Présidant cette cérémonie, le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba, a procédé à une inspection des carrés des diplômés. À cette occasion, le commandant de l'école supérieure de l'air a prononcé une allocution où il a mis en avant les grands axes de la formation ainsi que les connaissances scientifiques et militaires acquises tout au long de la formation. L'école a veillé, grâce à ses professeurs et cadres, à renforcer votre formation en connaissances et en savoir, selon les orientations du haut commandement qui accorde une grande importance à la formation de ses élites militaires. Après que les diplômés aient prêté serment, les grades ont été distribués aux majors de promotion en leur remettant les diplômes. La promotion sortante a été baptisée au nom du défunt Moudjahed, le capitaine Tahrat Abdelkader, qui a fait partie du premier noyau du projet de l'aviation dans le domaine du soutien logistique à la glorieuse guerre de libération. Les diplômés ont également participé à des défilés organisés au rythme de musique militaire. À cette occasion, les pilotes de l'école ont réalisé un défilé aérien auquel ont participé 7 formations de différents types d'avions, qu'ils soient destinés à l'entraînement, au soutien ou au transport. En marge de la cérémonie, la famille du Cheikh Tahrat Abdelkader a été honorée en reconnaissance à ses sacrifices pour la patrie. Il a été procédé par la suite à la signature du livre d'or.
Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire des sorties de promotion des écoles supérieures de l'armée nationale populaire, des cérémonies de sortie de promotion qui se poursuivent en cette période. Et en prévision des présidentielles du 7 septembre prochain, le consulat général à Paris regroupe plus de 7 départements. C'est dire le nombre important de nos ressortissants qui affluent sur cette institution consulaire. Surtout en cette période d'inscription aux listes électorales ouvertes le 12 juin dernier et qui se poursuit jusqu'au 27 du même mois. Prenons en compte cet important flux prévu en prévision de cette opération. Les services consulaires ont mis en place un dispositif à même de faciliter et fluidifier les inscriptions, nous dit Afaf Beloucha depuis Paris. Avec ses plus de 155 000 immatriculés étalés sur 7 départements, c'est l'un des plus importants postes consulaires algériens dans le monde. Pour autant, l'ambiance y est plutôt calme et sereine, une image qui contraste avec celle du consulat général à Paris dans le passé, habituellement bondé à la veille de la saison estivale. Et pour cause, voilà des mois que ces équipes conduites par le consul général assurent des permanences dans les départements les plus reculés, en février à Orléans, en mars et avril à Blois et en l'Indre-et-Loire, la semaine dernière à Tours. Ce travail de longue haleine réalisé à l'aide du tissu associatif a transformé les services consulaires en une véritable fête de retrouvailles entre Algériens. Donc c'est la 3e édition de la venue du consul général et de tous les agents du consulat qui ont établi non seulement des passeports, des cartes consulaires. Nous sommes très fiers. Merci beaucoup de vous être déplacés jusqu'à Orléans. Ça nous a beaucoup facilité les choses. Ça nous évite beaucoup de déplacements, surtout à Paris. Mais ce n'est pas le seul secret de l'amélioration du climat d'accueil de nos ressortissants. Les mesures de facilitation de voyage en Algérie, décidées par le président de la République, y ont largement contribué, facilitant également le travail du corps consulaire, qui est appelé à une très grande mission, assurer le bon déroulement du scrutin de septembre prochain, à commencer par l'information des modalités d'inscription sur les listes électorales. Pour les ressortissants qui sont déjà inscrits sur la liste électorale, ils sont invités à se rapprocher des services de consulat général afin de mettre à jour leurs données en ce qui concerne un changement d'adresse, un justificatif de domicile. Ils peuvent le faire sur place ou bien ils peuvent envoyer un formulaire sur notre site internet ou bien par courrier. Donc ils ont 3 possibilités. La démarche est plutôt simple et certains s'y sont déjà pris dès les premiers jours. En tant que citoyenne algérienne, c'est pour accomplir mon devoir d'algérienne, même si je suis à l'étranger. Et qu'en pensent les ressortissants croisés? Sont-ils informés? Se sentent-ils concernés? Ah oui. Non, j'étais pas au courant. C'est vrai? Voilà. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Bien sûr. Vous êtes au courant qu'on a des présidentielles aussi ou pas? Oui, mais je sais pas quand. Ah, et vous? Absolument pas. Et vous êtes intéressé par la vie politique en Algérie? Bien sûr, tout à fait, ça reste mon pays d'origine. Bien sûr, Non, le consulat a un rôle à jouer à ce niveau-là. Bien sûr. Vous Algériens quand même. On est inscrit sur les listes, mais je vais m'informer aussi par rapport aux idées de chacun. Le consulat général a en effet démarré une campagne d'information via son site internet et à travers un affichage administratif, en attendant ceux réglementés par l'ANI, tandis que l'ensemble des agents ont été formés pour répondre aux éventuelles questions d'ordre organisationnel afin d'informer le plus large public possible. Alors que les inscriptions sont en cours, l'une des tranches d'âge les plus visées est celle des primo-votants. Si cette personne va avoir 18 ans le jour du scrutin, 18 ans révolus le 7 septembre, elle va avoir le droit de s'inscrire sur la liste électorale. Toutes les informations concernant votre inscription sur les listes électorales sont disponibles sur les sites de vos consulats. Mais n'oubliez pas, il ne suffit pas d'être algérien pour voter le jour J, car seuls les Algériens inscrits sur les listes électorales pourront bénéficier de ce droit. Alors, à vos inscriptions. Et rappelons que l'opération d'inscription sur les listes électorales se poursuit jusqu'au 27 juin. Et restons toujours avec les efforts consentis par l'État algérien pour renforcer les liens entre la mère patrie et nos ressortissants, et sur instruction du président de la République et en coordination avec la mosquée de Paris, un programme riche et varié a été concocté pour nos Chibani ou nos aînés issus de notre communauté établie à l'étranger. De Tlemcen à Alger, passant par Oran, ils ont bénéficié d'un riche programme, notamment des cures thermales et des visites guidées. Hier soir, ils étaient à Zeralda où ils ont passé une agréable soirée festive ponctuée par des notes musicales andalouses. Pour Canal Algérie, Bejdadi Ahmouni était.
convivialité et ambiance chabi étaient au rendez-vous, où nos aînés se sont réunis autour d'un bon repas lors de la 4e escale à l'hôtel des Sables d'Or de Zeralda. On est content d'être invité par notre Algérie, notre chère Algérie et notre président Tebboune. On le remercie vraiment. On est bien content d'être là, dans notre pays. Et merci pour tout le monde. L'accueil à Chlef, à Wahran, à Tlemcen, ici, à Sable d'Or. C'est un vrai plaisir d'être là. C'est une initiative très importante pour la communauté algérienne, notamment pour les Chibani qui sont en train de partir en retraite, pour garder le lien avec le pays. L'accueil qui est chaleureux, Oran, Tlemcen et ici, franchement, c'est le top. Et j'espère que ça recommencera. Comme ça, on va revenir encore dans notre pays. On est content, heureux, et je souhaite un Eid Mabrouk à tous les Algériens et Algériennes. Une initiative pour laquelle la Grande Mosquée de Paris a mis les bouchées doubles pour permettre à nos seniors de passer un séjour des plus agréables. Nous sommes en train de voir aujourd'hui se réaliser l'œuvre de l'Algérie nouvelle. La Grande Mosquée de Paris est ravie d'avoir, sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, Saad Majid Tebboune, lancé cette opération et je dois dire que les autorités ont été à nos côtés. Monsieur le ministre du Tourisme, le ministre des Transports, l'ensemble des autorités ont facilité les opérations, que ce soit pour l'affrètement des avions, pour la facilité donc de la venue de nos aînés. Et je crois qu'aujourd'hui, on a réalisé le rêve de ces aînés. Inch'Allah, c'est une opération que nous allons continuer parce que ce n'est pas la première et la dernière, ce sera Inch'Allah d'autres opérations qu'on va faire. Les plus jeunes ne sont pas en reste puisqu'un programme au profit de plus de 2000 enfants comprenant diverses activités est prévu pour cet été. Je vous rappelle aussi qu'une autre initiative, une autre opération sera lancée en direction de la jeunesse, de nos fils installés à l'étranger, qui vont profiter, disons, des bienfaits de la plage, des bienfaits de la montagne. Et ce programme est, disons, concocté pour plus de 2000 jeunes qui vont effectivement, pour certains, découvrir l'Algérie et profiter des bienfaits de la mer, de la montagne, etc. L'émotion était grande dans les yeux de nos aînés qui ont saisi cette occasion pour visiter le pays et profiter de la beauté de l'Algérie. Et si autrefois elles étaient soigneusement gardées pour faire office d'assises ou accessoires de décor, aujourd'hui elles sont jetées dans un sac à poubelle. Mais savons-nous quel est leur impact économique? Rien qu'en 2023, l'exportation des peaux de mouton a rapporté aux caisses de l'État plus de 1,5 million d'euros. Notre journaliste Araf Hamouche s'est rapproché de l'ACED, l'Algérien des cuirs et ses dérivés, pour en savoir davantage sur le devenir de ces peaux de mouton après le sacrifice. Reportage. Chaque année, près d'1 million de peaux de mouton sont collectées en Algérie pendant les fêtes de Eid al-Adha. Mais quel est le sort de ces peaux? Nous sommes ici au niveau de l'unité de l'Algérienne des cuirs et de ses dérivés, l'ACED. Une fois collectées, ces peaux de mouton sont stockées pour être transformées. On reçoit la matière première ici, en ce magasin, dont on fait le tri. D'abord, on écarte tout ce qui est rejeté, c'est un retour vers l'autre, on va le trier suivant les 3 caractères. Pour le mouton, on fait de 15 500 pièces jusqu'à 2000 pièces jour. Chaque étape est importante et minutieusement accomplie pour l'obtention d'un cuir de haute qualité. L'opération se fait au niveau de 6 ateliers depuis leur état brut jusqu'à leur commercialisation. Là, on est dans l'atelier qui s'appelle Rivière. On utilise beaucoup d'eau pour le lavage et la conservation jusqu'au lendemain. Elle doit rester 24 heures dans l'eau. Après l'opération de séchage, elle subit certaines opérations mécaniques. On va la renvoyer au cadrage. Après le cadrage, il sera bien cadré, échantillonné
Ensuite, on va l'envoyer sur les pistolets. C'est-à-dire, après ça, le produit il est fini et destiné pour la vente. Collecter ces peaux de mouton, un geste simple qui pourrait rapporter des millions d'euros, notamment grâce à l'export. Il y a des peaux qui vont partir en export du 1 jusqu'au 8. C'est des peaux classées pour l'export. Après avoir conquis le marché national, la CED est parvenue à s'imposer sur le marché international comme l'Italie, centre mondial des cuirs à la faveur de la qualité de ses produits. L'année passée, on a exporté pour 1,5 million d'euros. Donc, c'est pendant le premier semestre 2023. Nous sommes en contact avec une firme turque. C'est pour une exportation de... Donc, d'après leurs besoins, c'est 2 conteneurs par semaine. Cependant, la collecte des peaux de moutons et autres bêtes sacrifiées durant la fête de l'Aïd al-Adha reste aléatoire. Cette année, pas question de passer à côté. Cette année, donc, on a, avec des orientations du ministère de l'Industrie, on a changé de méthode. Donc, on a signé des conventions avec des centres d'enfouissement technique, avec des prix bien étudiés. Donc, on aura à acheter la peau au lieu de la jeter dans la nature. Donc, c'est gagnant-gagnant. Avec une capacité de traitement de 500 000 peaux par an, 40% de la production de cette unité est destinée à l'exportation. Le reste est acheminé vers plusieurs wilayas du pays pour la consommation locale. Et pendant que les musulmans du monde s'apprêtent à célébrer la fête de Eid al-Adha, pas de répit pour la machine génocidaire, inhumaine et sans clémence de l'occupant sioniste. Et durant 9 mois de bombardements dévastateurs, a commis plus de 3300 massacres. De nouveaux massacres ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Rafah, faisant une trentaine de martyrs et une centaine de blessés. Ce matin, l'occupation a complètement rasé l'entrepôt de l'ONG Handicap International à Rafah, détruisant tout le matériel humanitaire et médical. Correspondance depuis Raza Wissam Abou Zaïd, Rissi El Barba. Après plus de 250 jours de bombardements sionistes, la bande de Raza n'est plus qu'un champ de ruines. Faisant fi de tous les appels à un cessez-le-feu et ignorant les résolutions des Nations Unies, l'armée d'occupation poursuit ses crimes contre l'humanité. Durant les dernières 24 heures, l'occupant sioniste a perpétré de nouveaux massacres à Rafah, faisant une trentaine de martyrs et une centaine de blessés. Les dernières statistiques révèlent que l'armée sioniste a tué près de 15 700 enfants et que 17 000 autres qui ont survécu sont désormais orphelins. Je veux que ces bombardements cessent, je veux avoir une vie normale comme tous les enfants du monde. Je veux pouvoir aller à l'école et réaliser mes rêves. Le correspondant de la télévision algérienne à Raza, Wissam Abou Zaïd, continue de rapporter des témoignages et des images épouvantables sur la tragédie humaine dans ce territoire palestinien. Une situation exacerbée par la fermeture des points de passage bloquant l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire assiégé. Privés d'eau, de nourriture et de médicaments, les Palestiniens tentent de survivre. L'armée sioniste a intentionnellement détruit les générateurs électriques des hôpitaux où les malades et les blessés sont entassés et les équipes médicales dépassées et sans moyens. La situation est vraiment pénible et tragique. Ma fille est souffrante des suites d'une greffe de foie. Nous attendons l'ouverture du point de passage pour la transférer. Depuis le début de l'agression sauvage, l'entité sioniste cible en toute impunité les organisations humanitaires. Ce matin, l'armée d'occupation a complètement rasé l'entrepôt de l'ONG Handicap International à Rafah, détruisant tout le matériel humanitaire et médical. L'occupant sioniste a commis plus de 3300 massacres durant 9 mois d'une guerre dévastatrice, un véritable génocide qui a fait plus de 37 000 martyrs et plus de 85 000 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Avec le courage et la résistance indescriptible des Palestiniens, nous arrivons à la fin de ce 19h préparé par Nessim Ben Saïdi. Initié de Belkacem et réalisé par Mohamed Elias Taïeb. L'information revient à 23h avec la rédaction anglophone. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de midi 19h. Bonsoir et sur Canal Algérie.